Après, le plastique, c'est fantastique. Aujourd'hui, on va voir le plastique, c'est catastrophique. La catastrophe écologique du plastique tient au fait que le plastique, ça flotte. À partir de là, il va pouvoir naviguer sur les rivières en se dégradant au fur et à mesure. Vous avez tous remarqué que le plastique, une fois laissé au soleil, il devient friable, etc. Donc ces microparticules, ces particules de plastique, ces morceaux de sachets, de bâches agricoles, etc. vont progressivement prendre les rivières de plus en plus grandes et vont donc traverser jusqu'à des fleuves et arriver ainsi à la mer. Une fois dans la mer, leur périple est loin d'être terminé. Il existe des gyres océaniques, je vous montre ainsi comment ça se produit. On va déjà s'imaginer une planète. Alors une planète, on va la dessiner comme ceci. Simplement, vous imaginez qu'elle va tourner. Donc elle tourne vers là-bas. Vous avez les masses d'eau qui vont se trouver donc ici. En fait, comme la planète tourne comme ceci, les masses d'eau, elles, vont avoir tendance à se déplacer comme ceci à la surface. Et on va avoir donc des bandes qui vont apparaître. Alors l'image assez simple, c'est que si je vous fais ça, vous voyez tout de suite une planète apparaître, c'est Jupiter. Donc Jupiter a ses bandes à cause de ça. Voilà, donc globalement, on a déjà mis en place un schéma où l'eau circule dans un sens et où elle va évacuer la chaleur, forcément, pour la remplacer, de l'eau revient ici. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. À partir de là, vous voyez tout de suite que le courant, lui, va pouvoir exister ici, mais il va être bloqué par les terres et il va donc devoir monter le long des côtes pour finalement redescendre. Et la même chose ici, et il va remonter. Ces endroits, ici et ici, forment des formes de vortex importants. Donc l'eau dans un sens va monter comme ceci, dans l'autre sens va tourner comme ceci. Donc ça c'est lié à la force de Coriolis et à la forme des continents. Et donc il va se former ici en son centre un endroit un peu plus calme. Le courant va tourner. Et cet endroit plus calme va être un stockage des déchets plastiques. C'est ce qu'on appelle les gyres océaniques. Donc si je cherche du plastique, je vais le trouver ici et ici. Alors bien sûr, de l'extérieur du courant, il peut y avoir des déchets plastiques qui s'évacuent vers l'extérieur, mais ils finissent par retourner dans un courant. Et au final, peut-être qu'en ayant fait un tour comme ceci, ils vont se retrouver finalement piégés dans le gyre sud. Alors maintenant, si je vous dessine grossièrement la Terre, vous voyez bien qu'en fait, on a déjà parlé d'un gyre qui se situe ici, qui tourne comme ceci, un gyre qui se situe ici, d'accord, et on va en trouver deux autres importants, un qui se situe ici et qui tourne aussi dans ce sens-là, un qui tourne ici et qui tourne aussi dans ce sens-là, et puis en fait, on va en trouver un autre, un dernier, qui se situe ici. Donc, nous avons les 5 gyres de plastique présents sur la planète. Alors le gyre le plus important en fait il se situe dans le Pacifique Nord. Donc on a les courants équatoriaux qui font ce trajet avec les fameux courants qui vont donc partir grâce à la force de Coriolis, suivre les côtes et revenir comme ceci. Donc cette zone énorme, c'est le plus grand gyre. Il est plus grand en surface et il est aussi le plus pollué parce que ici vous avez la Chine, le Japon, la Corée, donc des pays assez développés et producteurs de plastique. Et en plus, de l'autre côté, vous avez le Canada, les États-Unis, le Mexique, qui sont aussi de grands producteurs de plastique et de grands consommateurs de plastique. Et donc en fait, on va retrouver des bouteilles écrites en chinois ici et on va retrouver des bouteilles made in US ici. Mais en fait, à l'intérieur de ce gyre, on a un stockage maximum des deux zones de la planète les plus polluantes. L'autre gyre très important, il se situe en fait dans cette zone ici, en Atlantique nord subtropical, c'est-à-dire un petit peu en dessous de l'Europe, là, au large de la Floride, entre les côtes de l'Afrique et la Floride. En fait, le courant principal se trouve ici, puis va remonter. Là, il y a les petites Antilles. Alors, on a le courant qui est divisé
qui va repartir par le golfe du Mexique et revenir ici. Et dans tous les cas, en fait, il va se retrouver ici par le bloqué dans ce gire, donc nord-atlantique, avec en bordure les USA encore, et puis l'Europe de l'autre côté. Donc deux gros pourvoyeurs de pollution plastique. Voilà, les écrêtes blanches qui pêchent tranquillement, tout beau. Mais malheureusement, leur environnement eh bien, est rattrapé par l'homme. Et le problème, c'est que si on prend des plastiques de taille connue, par exemple des bouteilles, des bidons que l'on peut voir, ils vont se fragmenter en bouts de plus en plus petits, voilà, et finir par donner une multitude de petits microplastiques qui eux forment une soupe. Donc si on prend la surface de l'océan, en fait ils forment une soupe sur environ 30 mètres. Voilà, donc sur 30 mètres de fond, on a des particules inférieures au centimètre qui naviguent et qui vont bien sûr impacter tout l'environnement qu'il y a autour. Donc les macroplastiques, eux, posent des problèmes parce qu'ils forment des radeaux à la surface, voilà, qui vont pouvoir emmener des espèces invasives loin, grâce au gire, loin de leur zone initiale. Donc ça fait potentiellement pas mal d'espèces invasives dans des îles du Pacifique notamment qui n'ont jamais connu ce type de plancton, qui va prendre la place du plancton local. L'autre souci de ces macroplastiques, c'est qu'en fait souvent il s'agit de filets de pêche dérivants, donc qui vont piéger divers animaux et les faire mourir tout simplement. Donc tout ce qui est mammifères marins, tortues, etc., ce sont des animaux qui ont besoin de respirer à la surface. Le simple fait d'être pris dans un filet, ils peuvent se retrouver piégés sous l'eau et mourir noyés. Et les poissons, eux, ont besoin de nager pour faire passer de l'oxygène dans leurs ouïes. Et effectivement, quand ils sont bloqués dans un filet, ils finissent par mourir aussi d'asphyxie. Et notre ami le sachet plastique, lui, eh ben en fait, dans l'eau, il a le même comportement que les méduses. Et donc, une tortue ne saura pas faire la différence entre une méduse et un sachet. Et donc, elle va finir par manger autant des méduses que des sachets. Le problème du sachet, c'est qu'elle n'arrivera pas à le digérer. Il va rester bloqué dans son estomac et à partir de là, il va empêcher l'ingestion de nouveaux aliments. Et la tortue va finir par mourir d'occlusion intestinale ou de faim. Tous les plastiques, même plus petits, qui flottent dans l'eau, vont pouvoir être attrapés par des oiseaux marins qui vont attraper ces plastiques en pensant en prendre des proies, les avaler, les ingurgiter, les stocker dans leur estomac et il leur arrivera le même sort au final. Donc que ce soit macro ou microplastique, on a ce souci. Les plastiques sont des composés organiques, c'est-à-dire formés d'un carbone, de chaînes carbonées, voilà, plus ou moins complexes, avec des atomes d'hydrogène et parfois d'autres structures. Alors, ils s'organisent en polymères, donc de longues chaînes reproduites de la même molécule, et ils vont s'intriquer comme ceci, et la matière plastique, si on l'observe, on va obtenir une espèce de maillage lâche comme ça. Si bien qu'il reste énormément de place d'un milieu qui est hydrophobe, donc qui repousse l'eau. Ce milieu va permettre à des métaux lourds, d'autres composés organiques, notamment des pesticides, des solvants, des carburants, des huiles, etc., de venir s'intégrer dans ces structures en étant parfois plus massifs que le plastique initial, de la trame de plastique initiale. Et les plastiques, donc, simplement en naviguant dans l'eau, vont attirer à eux tous ces composés hydrophobes. Et donc vont se charger en pollution, mais d'une manière terrible, quoi. Et en microplastique, ils vont être mangés par les poissons. Alors, qui dit petit plancton, dit plus gros poissons qui vont les manger. Et puis, bien sûr, vous connaissez le schéma, hein, d'autres plus gros poissons vont venir les manger, etc., etc. Et si on continue la chaîne, au bout, il se passe quelque chose d'assez bizarre, c'est que nous sommes, nous, pêcheurs humains, au sommet de la chaîne alimentaire. Or, à chaque étape de prédation, nous allons concentrer les polluants
chaque maillon de la chaîne alimentaire va concentrer x10 les polluants de la chaîne en dessous. Donc le plancton, lui, va manger le plastique et va se charger. Le poisson qui va manger le plancton va faire x10 la concentration du plancton. Celui qui mange le poisson va faire x10, donc x100 la concentration du plancton, etc. Et on peut avoir jusqu'à une dizaine d'étapes avant d'avoir les poissons que l'on pêche nous. Donc vous imaginez la concentration de polluants qu'on a. Alors ce phénomène de concentration de la pollution, il est assez simple à comprendre. Si les particules sont hydrophobes dans le plastique, à l'intérieur des animaux vivants, ils vont aussi se concentrer dans les parties grasses. Or les parties grasses, ce sont celles qui sont mangées préférentiellement. Et donc le prédateur, lui, va concentrer la pollution puisque mangeant plusieurs proies ayant déjà concentré le produit dans leur tissu gras. Voilà. Et ce qui fait que quand on en arrive à certaines études en Suède sur les Inuits et compagnie, on se dit que le lait maternel est tellement pollué, parce que le lait maternel est gras, donc c'est un corps gras qui va concentrer encore plus, il est tellement pollué par le fait que ce sont des populations qui mangent énormément d'animaux, donc qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, au même titre que les ours blancs. En fait, ils vont concentrer un taux de pollution dans le lait maternel énorme qui rend ce lait impropre à la consommation du bébé. Je trouve quand même que c'est assez regrettable d'en arriver à ça, surtout que ces populations-là sont celles qui polluent le moins en plastique sur la planète. Et donc les microplastiques chargés de métaux lourds, chargés de pesticides, d'organochlorés, d'engrais, de tout ce que vous voulez, solvants, carburants, entrent ainsi dans ces gyres sans les relâcher. Il y a une telle affinité entre ces particules hydrophobes et le plastique lui-même qu'ils sont un excellent vecteur de ces métaux lourds et de ces composés organiques. Et figurez-vous que ce n'est pas tout. On a découvert récemment des roches sédimentaires qui contiennent du plastique. C'est impressionnant de se dire qu'on a déjà en une centaine d'années, une cinquantaine d'années surtout, produit des roches qui garderont notre empreinte écologique sous forme de particules plastiques en nombre assez impressionnant dans la couche sédimentaire au fond des océans. Bon. Ça, c'est déjà un premier problème, c'est de se dire le plastique, il y en a déjà partout. Si vous regardez la vidéo du réveilleur sur la pollution plastique, vous vous rendrez compte qu'en fait, les particules de plastique, les microplastiques, on en retrouve dans les miels un peu partout en France, donc y compris des miels bio. On en trouve absolument partout, partout, partout. C'est dans la bière, etc. C'est-à-dire qu'on est déjà totalement imprégné de ces matières. Un autre souci qui se lève, c'est que la recherche commence à découvrir des nanoplastiques, c'est-à-dire des particules de plastique encore en gros 1000 fois plus petites que les microplastiques, et elles n'étaient pas détectables au microscope ni au microscope électronique jusqu'à maintenant. On les observe par spectroscopie, enfin c'est des techniques un peu plus développées. Le problème de cette micro-taille, nanotaille du plastique, c'est que du coup il peut franchir la barrière digestive. Les microplastiques sont censés rester dans la barrière digestive et donc être évacués avec les selles. Là, c'est pas le cas. Les nanoplastiques peuvent entrer dans l'organisme et donc emprunter la circulation sanguine et donc aller se fixer on ne sait où dans l'organisme. C'est peut-être d'ailleurs le mécanisme qui fait que dans la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, on a une concentration en métaux lourds progressive. Parce qu'il faut bien que ces métaux lourds qui sont insérés dans le plastique puissent passer la barrière digestive. Et si les nanoparticules le peuvent, ben, les polluants qu'ils contiennent aussi. Waouh! Bref, ça c'est un champ de recherche encore récent. Après ce tour sur la problématique des plastiques, j'espère que vous comprenez mieux à quel point c'est important de respecter un minimum de gestes pour protéger un petit peu cet environnement si fragile, en sachant que voilà, le problème est déjà là et il est déjà immense. Ceci dit, on me pose, oui, mais quelle solution? Quelle solution? C'est compliqué, c'est très compliqué. La science peut dire, voilà, on a découvert des sédiments plastiques, on a découvert des microplastiques, des nanoplastiques, on sait que ça transporte des métaux lourds, ça impacte la chaîne alimentaire de telle façon, ça rend le lait des Inuits inconsommable, mais au final, quelles solutions proposer? Solutions, elles sont individuelles.
Je pense que déjà se rendre compte que éviter la vaisselle jetable, les films plastiques jetables, acheter une bâche juste pour acheter une bâche, ou voilà, tout ce plastique qui finalement, les jeux pour gamins de mauvaise qualité, là on met la pièce de 2 €, on a droit à ces quelques grammes de plastique qui finiront in fine directement dans la poubelle ou quasiment. Jouons pas ce jeu-là, jouons pas déjà ce jeu-là, ce plastique-là, avec l'image que j'aime bien, c'est un gamin de 3 ans qui dit à sa maman « Ah bon, alors c'est du dinosaure mort gâché ?» Parce que ouais, c'est du plastique, ça vient du pétrole, voilà, un gamin de 3 ans a fait ce lien, je pense que des adultes on est capable de le faire. Bon, bien sûr, nous on sait que ça vient pas du dinosaure, c'est des poissons morts, un peu plus ancien, mais l'idée est là quand même, c'est qu'on a cette ressource de pétrole qui en soi est formidable, on peut en faire des choses qui nous permettent de vivre aujourd'hui, enfin on est des Ironman aujourd'hui, on veut débroussailler le jardin, hop, on démarre la tondeuse, on y va quoi. Imaginez, il y a 100 ans, 200 ans, c'était à la main, à la faux. Voilà, donc on est des Ironman, on veut se balader, on prend une voiture, boum, on a 2 tonne, 2 tonnes de métaux qui nous emmènent à l'endroit où on veut. Ça, on est en train de le gâcher. On en fait un usage tellement futile qu'on est en train de gâcher cette force-là qu'on a. Parce qu'on en a besoin pour construire nos bâtiments, pour tout dans la vie, on a besoin de cette force-là. Et dans ce gâchis, je pense que l'autre chose, c'est de faire attention aux emballages qu'on prend, à choisir, à produits équivalents. Prenez de la semoule en boîte en carton plutôt que de la semoule en sachet plastique. C'est bête, ça paraît, voilà, mais au moins le carton, il est recyclable et relativement inoffensif pour l'environnement. Ensuite, quand on prend du plastique pour des usages bien précis, prenons-le durable. Prenons-le de façon durable, n'achetons pas les choses de basse qualité qui vont se casser facilement. Faisons un usage raisonné, raisonnable, et puis lorsqu'on doit le jeter, se poser la question est-ce que finalement ce bloc de tiroir de bureau, parce qu'il est un petit peu abîmé ou parce qu'il ne correspond plus à la déco, est-ce que je le jette ou est-ce que je le mets dans mon garage pour ranger mes outils? Voilà, c'est un peu toute cette réflexion-là qu'on doit avoir. Et puis, donc déjà, au niveau individuel, on peut le faire. Mais je pense que plus important, c'est au niveau de la société. Il faut prendre conscience qu'on a des décisions importantes à prendre. On les a prises pour le Covid. On a sacrifié des commerces, on a sacrifié des restos, des salles de théâtre, etc. pour protéger la population en santé. Et je pense qu'on doit être capable aujourd'hui de se poser les mêmes problématiques pour l'environnement de nos enfants. Et voilà, et je pense qu'en complément de ce principe, il faut bien voir que les industriels, par exemple, ont réagi à l'interdiction des sacs plastiques sortis de supermarché. On a eu assez rapidement des cabas recyclables. D'ailleurs, pendant un bout de temps, il suffisait de les ramener une fois qu'ils étaient abîmés, ils étaient échangés gratuitement. Et maintenant, c'est de moins en moins le cas. Voilà, l'industriel n'a plus cette pression, donc se permet de revenir un peu en arrière. Cette pression, c'est aussi à nous de la mettre. C'est aux politiques, c'est à l'individu. Se dire, moi je le veux, sinon je vais voir chez l'autre. Voilà, ça c'est des petites choses que l'on peut faire, et c'est aussi des choses que l'on doit prévoir en société. Voilà, l'autorisation de faire des sacs plastiques oxo biodégradables, je ne sais pas si vous avez bien saisi cette aberration monumentale, de dire on fait des sacs plastiques, mais plutôt qu'ils soient réutilisables éventuellement par certains pour en faire des sacs poubelles ou je ne sais pas quoi, on les rend automatiquement dégradable. Donc le sac plastique, lui, en fait, il part en poussière dès que vous avez fini de l'utiliser. Alors qu'est-ce que ça fait, à votre avis, dans l'environnement? De toute façon, ça fait des micro-particules de plastique. Et voilà, ça ne sert à rien. Et en plus, on ne peut même pas les réutiliser, ne serait-ce que pour enfermer des chaussures dedans. Bon, voilà. L'autre ânerie, c'est nouveau plastique. On nous sort des sacs plastiques plus épais avec la mention répond à la norme je sais plus quoi là, puisque sont réutilisables. Mais il faut arrêter. Qui va les réutiliser, honnêtement? Qui les réutilise plus d'une fois? Donc encore une fois, c'est production de plastique alors qu'on pourrait faire les mêmes sachets en papier ou du vrai réutilisable, plus épais et lavable.
en tissu. Voilà, je sais pas. Ça, c'est des solutions industrielles et individuelles à réfléchir. Là, je vais vous répondre à la question, mais pourquoi l'eau en Guyane est-elle si marron? Eh bien en fait, elle est pleine de vases, comme vous pouvez le constater. Voilà, elle est pleine de vases qui en fait provient de l'Amazone, qui est par là-bas. Hein. Et l'Amazone prend cette vase directement dans la cordillère des Andes. Donc là, nous avons de la poussière de montagne qui vient salir et envaser notre littoral guyanais.